Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du pays qui est peut-être le plus peuplé du monde. Alors non, on ne va pas parler de la Chine, mais de l'Inde. Il est difficile de savoir lequel de ces deux pays est le plus peuplé actuellement, tout dépend des sources. Les seules choses qui semblent faire consensus, c'est que l'Inde devrait être le pays le plus peuplé du monde d'ici 10 ans, et qu'environ 18% de la population mondiale est indienne. Bref, dans cette vidéo, nous parlerons dans un premier temps de la structure urbaine de l'Inde et y dégagerons 4 grandes régions structurées par des métropoles. Puis, nous parlerons d'une ville que je trouve intéressante pour chaque région. Et enfin, dans la dernière partie, nous parlerons du reste des pays du sous-continent indien. Donc l'Inde, c'est un grand état fédéral, ce qui veut dire que les provinces ont un petit peu d'autonomie. Il est peuplé de 1,3 milliard d'habitants, ce qui fait beaucoup, et environ 35% des habitants vivent en ville. Et l'exode rural, c'est-à-dire l'installation des populations des campagnes dans les villes, est toujours en progression au fil des ans et les grandes villes devraient accueillir 50% de population en plus d'ici 15 ans. Au niveau linguistique, deux familles de langues cohabitent en Inde. Les langues indo-aryennes qui représentent 3/4 de la population indienne et les langues dravidiennes. Revenons-en à la répartition de la population indienne. Voici deux cartes. À gauche, vous avez la densité de population en Inde par district, et à droite, vous avez la population des aires urbaines en millions sur tout le sous-continent indien. Vous pouvez voir que contrairement à la France, l'Inde n'est pas un pays macrocéphale, c'est-à-dire un pays avec une seule ville qui écrase toutes les autres à cause de sa démographie. Non, niveau répartition démographique, l'Inde se rapproche un peu plus des USA, et sur nos deux cartes de l'Inde, il semble se dessiner 3 ou 4 réseaux urbains. La zone la plus dense de l'Inde se trouve au nord. C'est la vallée du Gange qui s'étend de l'Himalaya jusqu'au delta du Gange. Mais si on regarde en détail, on peut voir que seulement 2 mégapoles d'un extrême à l'autre de la vallée sont massivement développés, New Delhi et Kolkata. De par leur distance, elles devraient probablement polariser 2 mégalopoles qui seraient bien distinctes. À l'ouest, vous pouvez voir un réseau de villes qui s'étend le long de la côte sur les provinces du Gujarat et du Maharashtra, et dont la ville qui structure cette mégalopole est Mumbai. Et la dernière zone, qui se trouve tout au sud de l'Inde, correspond parfaitement au territoire sur lequel on parle les langues dravidiennes. Contrairement aux 3 autres grandes régions dont on vient de parler, la région dravidienne n'a pas une seule grande ville qui écrase tout. Non, elle a plutôt un ensemble de 3 grosses métropoles qui sont Chennai, Bangalore et Hyderabad, qui sont d'environ 14 millions d'habitants. Et on peut ajouter à ces 3 villes un réseau de petites métropoles de 1 à 2 millions d'habitants centrées sur la province du Kerala. Au total, les 4 régions sont de population à peu près égale, aux alentours de 300 millions d'habitants. Ouais, c'est 5 fois la France. Pour chacune de ces régions, je vais vous présenter sa structure démographique, ainsi qu'une ville de mon choix que je trouve intéressante. Et attention, chauvinisme inside. Notre première région sera la région du Nord, qui a pour capitale New Delhi, et qui est probablement la région à laquelle on pense le plus quand on parle de l'Inde. C'est dans cette partie de l'Inde que se situe par exemple le Taj Mahal, qui est le site le plus touristique de l'Inde. L'Uttar Pradesh, province située à l'est de New Delhi, est de loin la province la plus peuplée de l'Inde. Mais paradoxalement, elle est peu urbanisée, et les villes les plus importantes ne dépassent pas 2 millions d'habitants, ce qui est assez peu pour une aire urbaine indienne, mais qui est beaucoup pour la France. Seules les villes de Kanpur et Lucknow, qui sont voisines car situées à 70 km l'une de l'autre, dépassent ce chiffre et atteignent 7 millions à L2. Pour la région nord, j'ai choisi la ville de Chandigarh. L'histoire de la ville commence en 1947. À cette époque, l'Inde et le Pakistan étaient encore unis. Mais devant les tensions religieuses, il fut décidé que le pays soit coupé en deux. La région du Pendjab fut donc coupée en deux et la capitale Lahore fut du côté pakistanais. Il fallait donc une nouvelle capitale au Pendjab indien. Vous allez me dire, il n'y a qu'à prendre une des villes importantes de la province. Problème, le Pendjab indien est lui-même divisé et choisir une ville plutôt qu'une autre aurait pu créer des tensions entre ces deux communautés. Le premier ministre Nehru eut donc pour idée de construire une ville nouvelle sur les contreforts de l'Himalaya, mais située entre les deux communautés, et il souhaitait en faire un symbole de la liberté de l'Inde, libérée des traditions et du passé. Un architecte américain, Albert Mayer, fut donc envoyé pour faire les plans de la ville nouvelle. Il démissionna à la mort de son second.
Les Indiens ont donc fait venir un talentueux architecte français. Bon ok, il est un peu suisse aussi, qui est nommé Le Corbusier. C'était un pseudo, hein, c'était pas son vrai nom. Enfin, vu que son vrai nom était Charles-Édouard Jeanneret-Gris, on comprend pourquoi il a choisi un pseudo, je pense. Pour vous situer le bonhomme, c'est le créateur de la Cité radieuse de Marseille, qui est un véritable village vertical. En effet, le bâtiment compte aujourd'hui 1500 habitants, ce qui est plus que 3/4 des communes de France. Une vraie ville dans la ville qui dispose d'une école et d'un gymnase. Avec cette offre, Le Corbusier a une occasion rêvée d'y appliquer ses idéaux architecturaux à l'échelle d'une ville qui est à base de pilotis et de toits terrasses, lui permettant d'économiser de la place. Bref, revenons-en à Chandigarh. Si Le Corbusier a dessiné les plus importants édifices de la ville, comme par exemple la Haute Cour de Justice, il a surtout dessiné les rues de la ville, cherchant à optimiser les déplacements et diminuer les nuisances sonores. Alors comment il s'y est pris? Il a tracé des grandes artères et les grands boulevards de manière à former des blocs sectoriels rectangulaires. Résultat, les habitations sont à l'intérieur des quadrilatères pour éviter la nuisance sonore des grandes artères, et au centre du quadrilatère, on trouve des grands espaces verts. A la base conçue pour 150 000 habitants, la ville en compte aujourd'hui près de 1,5 million, témoignant du succès de la ville nouvelle, mais qui apporte son lot de problématiques comme des inégalités croissantes et la création de bidonvilles. La chute de l'histoire, c'est que finalement l'état du Pendjab indien a été coupé en deux pour séparer les deux ethnies, avec la ville de Chandigarh qui s'est retrouvée au milieu. Et aucun des deux états ne voulant abandonner sa capitale, il fut décidé que la ville serait la capitale des deux états, et accessoirement qu'elle serait placée sous la coupe du gouvernement indien. Allez, passons à notre région numéro 2 et descendons le Gange. La région est dominée par une seule ville, Kolkata, anciennement Calcutta, qui se développe toutefois moins rapidement que ses deux rivales. Hormis Patna, située un peu plus en amont, aucune ville n'a pu atteindre 2 millions d'habitants. La seule ville à avoir atteint 1,5 ne se situe pas au bord du Gange, mais plus au sud en bord de mer. Quelques mots sur le territoire presque enclavé tout à l'est là. Le territoire s'étend autour de la vallée du fleuve Brahmaputra et est entouré de montagnes. J'ai hésité à vous parler de sa principale ville, Guwahati, mais mon chauvinisme a pris le dessus et je vais vous parler de la ville de banlieue de Calcutta, Chandernagore. L'histoire de la ville de Chandanagar commence lorsque les Français ont décidé de construire un comptoir commercial dans le Bengale au XVIIe siècle. Ils ont acheté pour 4000 roupies un emplacement à 30 km au nord de Kolkata et bâti la ville de Chandernagore qui sera renommée Chandanagar quand le comptoir sera restitué à l'Inde. Rapidement, Chandernagore deviendra le premier comptoir français sur le plan commercial d'Inde. Il faut bien comprendre qu'un comptoir est très différent d'une colonie. Le but n'est pas d'y envoyer des Français pour coloniser la zone, mais de faciliter les échanges avec une région. Et l'économie du comptoir de Chandernagore tourne autour de la soie du Bengale, de la mousseline et autres productions en coton. Le XVIIIe siècle est marqué par les guerres entre Français et Anglais, permettant aux Anglais de mettre la main sur les comptoirs français et de détruire le fort de la ville. Au XIXe siècle, avec la chute de Napoléon, les tensions s'apaisent entre Anglais et Français, et les Anglais rendent 5 comptoirs aux Français, 4 situés dans la région de langue dravidienne et Chandernagore. Mais l'économie de ce comptoir s'est un peu cassé la figure, et au XXe siècle, les Français rendent le territoire peu intéressant à conserver 5 ans avant les autres comptoirs. Aujourd'hui, la municipalité fait partie du Grand Calcutta, ancienne capitale des Indes anglaises. À la partition de l'Inde, l'aire urbaine a accueilli énormément d'hindous du Bangladesh, a eu une industrialisation précoce et a vu le développement d'une société civile fournissant à l'Inde beaucoup d'intellectuels. Cela a été propice à l'ascension du parti marxiste dans la province, ce qui l'isola sur la scène nationale, et le pouvoir central indien a plutôt délaissé la ville, préférant investir dans d'autres villes plus libérales. Passons maintenant à l'ouest de l'Inde. Sa ville principale est largement Mumbai, qui polarise les grandes villes que sont Ahmedabad, Surat et Pune, qui dépassent les 6 millions d'habitants. Contrairement aux deux premières régions, la densité dans les communes rurales est beaucoup plus faible. Un peu plus excentré à l'est, nous avons les villes de Nagpur, Indore et Bhopal, tournant autour de 2 millions d'habitants dans une zone très peu dense. La ville de l'Inde de l'Ouest que je vais vous présenter est Bhopal. Si j'ai choisi de vous parler de cette ville,
et plus précisément de la nuit du 3 septembre 1984, ce n'est pas parce que je veux faire un excès de chauvinisme, ni parce que c'est la capitale du Madhya Pradesh ou qu'elle fait 2 millions d'habitants, ce qui est l'équivalent d'un Lyon ou d'un Marseille en France, et qui, comme on l'a dit plus tôt, n'est pas beaucoup à l'échelle de l'Inde. Non, je pense que c'est plus par devoir de mémoire qu'il faut parler de cette ville. Car oui, là, on va mettre un moment les vannes de côté pour parler sérieusement d'une catastrophe. En fait, c'est même pas sûr qu'on mette les vannes de côté. Revenons dans les années 70. À cette époque, Bhopal n'est qu'une ville de 400 000 habitants. Et en 1978, l'Union Carbide, une entreprise américaine, décide de construire une usine pétrochimique spécialisée dans les pesticides à Bhopal, ce qui booste l'économie de la ville et en 3 ans, la population double. Contrairement à Chandigarh, la structure de la ville n'a pas été pensée pour accueillir autant de monde d'un seul coup et beaucoup de bidonvilles se créent autour de l'usine, formant des rues très étroites. Retenez ce détail, ça aura son importance. En 1982, l'usine devient déficitaire. Au lieu de fermer l'usine licencie son personnel qualifié et le remplace par un personnel moins qualifié pour diminuer les coûts. Et ce qui devait arriver arriva. Les défaillances se multiplient et l'usine tourne au ralenti. Un jour, un des réservoirs a une pression trop forte d'après les instruments, il y a des fuites et certains employés ont les yeux qui piquent. Et cela ne les alerte pas parce que les outils déréglés, les fuites et autres crises d'allergie, eh bien c'est monnaie courante dans l'usine. 2 heures plus tard, un nuage toxique se répand sur la ville et 2 heures après l'alarme fut donnée. C'est la panique autour de l'usine et il est très difficile d'évacuer rapidement la zone à cause de l'étroitesse des rues du bidonville. Le gaz attaque d'abord les yeux des habitants, les rendant temporairement ou définitivement aveugles. Puis il atteint les poumons, provoquant des insuffisances respiratoires. La politique de l'entreprise, qui était de ne jamais prévenir les autorités, a probablement joué sur le fait que les docs de la ville ont mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'il s'est passé. Bilan de la nuit, 4000 morts et plus de 350 000 blessés, dont 10 à 25 000 finiront par mourir de leurs séquelles. Pendant ce temps-là, la firme continue de nier sa responsabilité dans le désastre, mais a tout de même dédommagé les victimes à hauteur de 500 $ en moyenne. Ce qui n'est pas beaucoup pour des conséquences aussi graves. Le PDG américain de l'époque, jugé pour mort par négligence, n'est jamais venu à son procès et est mort dans son lit en 2014. Là où l'histoire devient marrante et montre à quel point le monde dans lequel on vit est parfois absurde, c'est lorsque l'un des comiques activistes des Yes Man a réussi à se faire passer pour le PDG de Dow Chemicals, maison mère de l'entreprise responsable de la catastrophe de Bhopal, très critique à l'époque pour son irresponsabilité. Il a réussi à obtenir un interview auprès de la BBC où il a annoncé que Dow Chemical allait vendre la filiale pour 12 milliards de dollars et que cet argent allait servir à nettoyer le site et dédommager les victimes, ce qui est 25 fois plus que la somme versée à la base. 23 minutes plus tard, le cours en bourse de Dow Chemical s'effondrait et perdait 2 millions de dollars. Comme quoi, l'éthique c'est pas si rentable que ça. Bref, je vous encourage vivement à vous renseigner un peu plus sur le groupe de comiques des Yes Man et pourquoi pas regarder leurs films. Terminons notre tour des 4 grandes régions indiennes avec celle qui est très probablement la plus éloignée culturellement des 3 autres, le Sud, la région où l'on parle les langues dravidiennes. Ici, pas de ville qui écrase les autres, mais 3 grandes villes, Hyderabad, Bangalore et Chennai, qui, avec les métropoles de la province du Kerala, forment une mégalopole polycentrique. La ville que j'ai choisie, c'est bien évidemment Pondichéry, la capitale des Indes françaises. L'emplacement de Pondichéry était déjà habité dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le village exportait son artisanat local. En 1673, le village fait partie du royaume de Bijapur et est cédé aux Français pour casser le monopole de l'exportation qu'avaient les Hollandais dans la région. Rapidement, Pondichéry devient le centre administratif, c'est-à-dire la capitale, de tous les comptoirs des Indes françaises. Très rapidement, le petit village se transforma en ville de 120 000 habitants. Après les guerres franco-anglaises ayant ravagé la ville, le comptoir devient surtout une escale sur la route de l'Indochine. En 1848, tous les Indiens qui se sont installés dans la ville ont le droit de devenir français et Pondichéry devient représenté au Parlement français. À la fin de la guerre 39-45, vient la période de décolonisation et, si la France laissa filer rapidement Chandernagore, elle eut plus de mal à laisser les 4 autres comptoirs partir. Et il faudra un blocus pour qu'en 1956, les Français rendent ces comptoirs à l'Inde.
Ces 4 comptoirs, pourtant très éloignés, n'ayant bien sûr pas de continuité territoriale, formeront un État au sein de l'Inde. Ajoutez à ça que les municipalités de Pondichéry françaises s'agrandissaient lorsque des Français achetaient des terrains et que ces terrains n'étaient pas forcément contigus, et vous vous retrouvez avec encore plus d'enclaves. Le résultat est qu'aujourd'hui, l'État de Pondichéry est constitué de 4 districts, dont chacun correspond à un ancien comptoir. Karikal est, comme Pondichéry, enclavé dans l'État du Tamil Nadu et se situe à 100 km de Pondichéry. Mahé est enclavé dans l'État du Kerala et se situe à 450 km de Pondichéry. Yanaon est enclavé dans l'État de Andhra Pradesh et se situe à 600 km de Pondichéry. Aujourd'hui, un projet de métropole régionale autour de Pondichéry pourrait se dessiner. Elle regrouperait 3,5 millions d'habitants et pourrait entrer dans le top 10 des métropoles indiennes. Bon, on a fait le tour de l'Inde, terminons avec la démographie du sous-continent indien dans sa globalité. Actuellement, les 8 pays du sous-continent font partie de la South Asian Association for Regional Cooperation, constituée de 8 pays. Les principales langues parlées dans la région sont les langues indo-aryennes au centre, les langues iraniennes à l'ouest, les langues dravidiennes au sud et plus marginalement les langues sino-tibétaines dans les montagnes du nord. Niveau religion, le Bangladesh, le Pakistan, l'Afghanistan, les Maldives sont à plus de 90% composés de musulmans, là où 80% de la population d'Inde et du Népal est hindoue, et que le Bhoutan et le Sri Lanka sont à 70% bouddhistes. Niveau répartition de la population par pays, les 3/4 de la population vit en Inde. Vient ensuite le Bangladesh et le Pakistan, chacun accueillant 10% de la population, tandis que l'Afghanistan, le Népal, le Sri Lanka et plus marginalement le Bhoutan et les Maldives se partagent les 5% qui restent. Au Pakistan, la plupart des villes se trouvent dans la vallée de l'Indus et de son affluent, le Chenab, dans l'est du pays. La capitale, Lahore, est un peu à l'écart de cette vallée, mais n'est pas la plus grosse aire urbaine du pays, qui est Karachi, à l'embouchure de l'Indus. Le Bangladesh est un petit pays en superficie, mais est le pays de plus de 10 000 habitants le plus dense du monde, et sa capitale, Dhaka, polarise la quasi-totalité du territoire. Seule la ville de Chittagong, à l'extrême sud-est du pays, est suffisamment éloignée pour pouvoir se développer sans que Dhaka lui fasse de l'ombre. Le Bhoutan et les Maldives sont 2 pays trop peu peuplés pour avoir une métropole importante. Pour les états de taille intermédiaire que sont l'Afghanistan, le Sri Lanka et le Népal, une ville a tendance à écraser le reste du pays, faisant 10 fois plus d'habitants que la seconde plus grande ville du pays. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous voulez vous moquer de ma prononciation catastrophique des noms indiens, vous pouvez le faire dans les commentaires.